Madame, Monsieur, bonjour. La décision a été prise en début de semaine. Edwige Diaz sera la tête de liste du Rassemblement national lors des prochaines élections régionales. Membre du Bureau national, à 33 ans, la présidente du RN Gironde et de tous les combats du parti d'extrême droite. Quels seront ses thèmes de campagne? Edwige Diaz est aujourd'hui l'invitée de Dimanche en politique. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour Monsieur Omer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette semaine, vous avez été désignée, je viens de le dire, tête de liste du Rassemblement national pour les prochaines élections régionales, normalement prévues en juin. Vous y croyez d'ailleurs à cette date ? Et on verra ce que le gouvernement nous annoncera, mais en tout cas, ça serait un hold-up démocratique si les élections étaient reportées. Je rappelle qu'elles auraient dû se tenir au mois de mars. Il y a quand même un consensus pour qu'elles se déroulent au mois de juin, mais plus tard, ça pourrait en effet être assimilé à un confinement de la démocratie. Donc je souhaite qu'elles aient lieu au mois de juin. Vous le souhaitez? Vous y croyez à ce stade? Les deux. En tout cas, je me dis que si dans 4 mois, le gouvernement n'a pas été en mesure, alors que ça fait déjà 1 an que nous sommes en crise, si le gouvernement n'a pas été en mesure de trouver les solutions et de régler le problème, eh bien c'est qu'il est encore moins compétent que ce que je pensais. Alors, je viens de le dire, vous avez été donc désigné tête de liste pour le Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y avait pas réellement de suspense? Alors, déjà, si vous me permettez, je voudrais dire que c'est un grand honneur pour moi d'avoir été désignée tête de liste dans la plus grande région de France. Et à ce titre, je voudrais remercier Marine Le Pen. Vous êtes conseillère régionale depuis oui, bientôt 6 ans. C'est ça, exactement. Écoutez, je pense que je suis une élue de terrain, comme vous l'avez dit, de tous les combats pour le Rassemblement national. Si mes adversaires sont honnêtes, je pense qu'ils diront que je suis assidue, que je travaille mes dossiers, que je connais mes dossiers. Et je pense que toutes les personnes que je côtoie, que je fréquente, pourront aussi vous confirmer que je suis abordable, à l'écoute, que ce soit sur le terrain, sur les marchés, en faisant mes courses, ou alors sur les réseaux sociaux. Et puis pour la région, donc je porte de grandes ambitions. Vous l'avez dit, j'ai 33 ans, ça fait 28 ans que j'habite en Gironde, je connais le département, j'ai aussi sillonné la région en long, en large et en travers. Et puis, j'ai beaucoup de... Ce que je vais vous dire n'est pas du tout une attaque contre M. Rousset, pour qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, je pense que c'est réciproque. Mais il est président de la région depuis 23 ans. Il va prochainement fêter ses 70 bougies, donc je pense être plus à même que lui on va revenir sur son bilan et sur le rôle de la région. Je reviens donc sur cette désignation. C'est un peu un apprentissage par la défaite tout de même, parce que vous avez été candidate au municipal à Saint-Savin, ça c'était en juin dernier, en Gironde. Vous avez été battue. Vous étiez candidate au sénatorial en Gironde en septembre dernier, vous avez été battue. C'est difficile, la politique, hein? Écoutez, pas plus qu'autre chose, à partir du moment où on le fait avec passion. Vous savez, à chaque fois, j'apprends. Qu'est-ce que vous avez appris de ces défaites ? Beaucoup de choses, des techniques de campagne, une approche différente des sujets aussi, et puis en politique, d'accord, mais est-ce que connaître. les idées que vous défendez, vous considérez qu'elles passent dans la société? Est-ce oui. qu'au contraire, il y a un rejet, puisque là, en l'occurrence, ce sont deux défaites? Et de plus en plus. Donc vous avez certainement vu les sondages publiés cette semaine, où Marine Le Pen, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, en tout cas s'il avait lieu prochainement, arriverait en tête du premier tour et arriverait au deuxième tour à 48% face à Emmanuel Macron. Quand on prend en compte la marge d'erreur possible, aujourd'hui c'est un 48-52 pour Emmanuel Macron, mais ça pourrait aussi bien être un 48-52 en faveur de Marine Le Pen. Ce sont en effet des sondages cette semaine et on est encore très loin de les présidentielles, un peu plus d'1 an. Je reviens sur ce scrutin régional. Quels sont les critères qui ont fait que vous étiez, vous, pour votre parti, la meilleure candidate pour le Rassemblement national? Je vous l'ai dit, je pense une élue de terrain. Enfin, personne ne peut me le contester. Je participe aux réunions, je connais les dossiers. J'ai 3 mandats, et donc dans tous les mandats, je suis présente aux réunions, je travaille les dossiers, j'interviens. En fait, je pense que les gens savent qu'ils peuvent me faire confiance, et donc Marine Le Pen s'en est rendue compte. Puis vous savez, je ne serai pas seule dans cette aventure humaine et politique. Nous serons une liste avec des personnes
personnes engagées, de qualité, qui ont envie d'insuffler une nouvelle dynamique et surtout qui ont envie d'accomplir du changement. Parce que quand je vois les électeurs aujourd'hui, en fait, c'est ce qui revient tout le temps. Il faut du changement, il faut du changement. Bien écoutez, ok, mesdames et messieurs, pas de problème. Nous pouvons vous offrir ce changement. Maintenant, faites-nous confiance. Mobilisez-vous, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Mobilisez-vous et glissez un bulletin Rassemblement National dans l'urne parce qu'il est important pour votre région et il est aussi important en préparation de la présidentielle de l'année prochaine. Alors on connaît depuis cette semaine les différentes têtes de liste, la plupart en tous les cas en France pour le Rassemblement National. On est très loin de la parité au Rassemblement National. Il y a peu de femmes, c'est peu de le dire, vous êtes la seule pour l'instant. Alors pour l'instant, je suis la seule. Il n'en reste pas moins que nous sommes un mouvement qui fait confiance aux femmes, puisque je rappelle que notre présidente, Marine Le Pen, est une femme. Et d'après vous, pourquoi justement les hommes sont encore très présents en haut des têtes de liste? Après, vous savez, c'est une question de volonté aussi. Je veux dire, on n'est pas désigné vous faites partie du Bureau national, par hasard. du Rassemblement National désormais. C'est difficile pour vous de vous faire entendre? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout difficile de me faire entendre. Au contraire, je pense que le Rassemblement National, au-delà de la vision quelque part un peu sexiste, c'est-à-dire on vous écouterait plus ou moins parce que vous êtes une femme, chez nous au Rassemblement National ça fonctionne pas comme ça. On nous écoute parce qu'on apporte des idées, parce qu'on travaille, parce qu'on a cette passion, cette envie qui fait qu'on nous donne l'opportunité de nous investir. Est-ce que vous diriez que vous faites partie du premier cercle de Marine Le Pen aujourd'hui? Ah écoutez, vous lui demanderez, mais en tout cas, j'ai une grande confiance en elle et je sais qu'elle a confiance en moi. Alors ce scrutin, il est important bien évidemment, puisque vous avez déjà l'expérience d'un mandat. Quels seront vos thèmes de campagne? Non pas un catalogue, mais vos priorités, ce que vous avez à défendre face aux électeurs. Oui, en fait, c'est vrai que il y aura évidemment le programme détaillé, mais en quelques lignes, je vous l'ai dit, je pense que les Français, les néo-aquitains attendent du changement. Et donc, nous allons leur proposer l'opportunité d'avoir ce changement. Je pense bien sûr au soutien économique que nous allons apporter aux entreprises, à notre attachement viscéral à la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre les transports interurbains ou les TER sans avoir peur de se faire agresser. Je crois que dans les lignes TER de Nouvelle-Aquitaine, c'est entre une agression ou une incivilité par jour. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les bus, et là j'ai une ligne qui me vient en tête, c'est la ligne Bordeaux-Lacanau. J'avais interpellé le vice-président au transport de la région pour lui dire attention, les chauffeurs de bus vont travailler avec la peur au ventre. Les clients ne sont pas sereins, les bus sont dégradés, il faut faire quelque chose. Malheureusement, je crois que mon courrier a dû partir à la poubelle. En tout cas, les choses ne sont pas réglées. Et donc nous voulons... Le constat, je l'entends, mais quand vous dites faire quelque chose, quelles seraient les mesures à prendre selon vous? Par exemple, pour les TER, il faudrait, comme par exemple sur la ligne Bordeaux-Arcachon, qu'il y ait des contrôleurs. Vous voyez, qu'il y ait de la présence dans les trains. On peut aussi envisager des contrôles au niveau des gares. Mais en fait, il faut se donner les moyens de la politique que l'on veut mener. Et pour l'instant, la sécurité n'est vraisemblablement pas la priorité de l'exécutif. Ensuite, un point très important, cela concerne évidemment la lutte contre le financement et contre l'encouragement de l'immigration. Vous savez que la région Nouvelle-Aquitaine a décidé d'accorder une subvention de 50 000 € à SOS Méditerranée via le bateau qui est presque un navire pirate, l'Aquarius. Et donc en fait, cette ONG, on pourrait presque dire qu'elle se fait, ou en tout cas qu'elle est instrumentalisée par les passeurs. Elle est peut-être même complice de ces passeurs. Et Ce sont des accusations qui ne sont pas vérifiées, ce que vous dites là. Écoutez, c'est M. Castaner, quand il était ministre de l'Intérieur en 2019, qui nous expliquait que oui, il y avait des ONG qui étaient complices des passeurs. Donc en fait, je reprends les propos de M. Castaner, et donc j'explique que de toute façon, ce n'est pas la priorité de la région, ce n'est pas le rôle de la région que de subventionner SOS Méditerranée. Nous pensons que l'argent des Néo-Aquitains doit venir en priorité aux Néo-Aquitains. Donc je vous donnais donc cet exemple de l'Aquarius, je peux vous en donner d'autres. Nous avons subventionné l'association Diaconat à hauteur de 100 000 € pour qu'elle prenne en charge 22 mineurs non accompagnés. Nous finançons aussi la formation des mineurs non accompagnés. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible de financer cette immigration. Vous étiez donc aux responsabilités. Si le Rassemblement national devait diriger la région Nouvelle-Aquitaine, quelle serait votre politique en termes de mineurs non accompagnés, par exemple ?
Oui, eh bien, nous travaillerons en étroite collaboration avec le département, puisque c'est le département qui est en charge de l'accueil des mineurs non accompagnés. D'ailleurs, je vous indique au passage que le coût des mineurs non accompagnés en Gironde s'élève à 82 millions d'euros. Le nombre de mineurs non accompagnés a explosé, il a doublé en seulement quelques années. Aujourd'hui, nous avons 1500 mineurs non accompagnés qui, pour la plupart, de l'aveu même du gouvernement, ne sont pas des mineurs à plus de 70%. Donc nous disons, nous ne voulons pas être complices et quelque part les victimes d'une fraude organisée par des associations qui sont subventionnées. Donc nous appliquerions la loi et nous contrôlerions la véracité de la minorité des uns. Nous demanderions aux associations qu'est-ce qu'elles font de cet argent et ensuite nous pourrions décider si oui ou non nous décidons de subventionner ces associations immigrationnistes. Dans votre programme, vous évoquez aussi la ruralité. J'aimerais comprendre ce que vous mettez derrière ce mot, notamment la relation entre le Rassemblement national et la ruralité. Comment voyez-vous cette ruralité? Elle serait très différente de celle d'aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, enfin en tout cas ceux qui nous dirigent depuis plusieurs décennies, ont mis en place la mondialisation. Et nous, au Rassemblement national, nous prônons la démétropolisation. Donc la démétropolisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de revitaliser les campagnes pour désengorger la ville. Et là, du coup, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que ceux qui habitent en ville auraient moins de circulation, les prix des loyers seraient moins élevés et ça permettrait à ceux qui habitent en campagne de travailler sur place, de consommer sur place. Et donc pour ça, il faut donner une place forte aux services publics. Et quand on est président de région, on a du poids. On peut s'élever contre la fermeture des trésoreries, par exemple. On peut aussi s'élever contre la fermeture des écoles. On peut revitaliser les centres-bourgs parce qu'on a des moyens, on a des subventions à allouer et on peut aussi lutter contre la fermeture des petites lignes parce que ça sera un véritable enjeu. Dans quelques années, aura lieu la privatisation. C'est ce qu'essaie de faire Alain Rousset, de lutter contre la fermeture des petites lignes. Alors, pardon, mais Monsieur Rousset, le problème, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la fermeture des petites lignes et en même temps être européiste et mondialiste. Voilà, il faut être cohérent. Donc, lui, il décide d'avoir un discours un peu à la Macron, c'est-à-dire du en même temps, mais ce n'est pas possible. Donc ça, je pense que j'aurai l'occasion, de toute façon, d'en débattre avec lui. Alors, puisqu'on parle des élections régionales, depuis 2015, un certain nombre d'élus sous l'étiquette du Front National à l'époque, ont quitté le Front National, le Rassemblement National. On parle d'un quart des élus régionaux qui auraient quitté le Rassemblement National. Vous confirmez ce chiffre? Bon, alors je pense que ça fait beaucoup de bruit parce que c'est le Rassemblement National et c'est vrai qu'on regarde à la loupe tout ce qui se fait au Rassemblement National. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est à peu près pareil dans tous les partis. 94 et puis là, élus sous l'étiquette FN en 2015. Oui, c'est très précis. Écoutez, c'est c'est très curieux, précis. Je peux pas vous confirmer ce chiffre. Je voudrais savoir Et alors, 9 sur 29 en Nouvelle-Aquitaine, oui, vous confirmez ce chiffre? Là, alors oui, là je vous clair. confirme ce chiffre. Et puis, bon, écoutez, faut pas être dupe à l'approche des élections régionales, quand certains Comment vous peut-être expliquez ces sentir départs? Pourquoi voilà, parce que peut-être que certains pourraient se douter qu'ils ne seraient pas réinvestis et donc peut-être préfèrent quitter le navire avant. Écoutez, peut-être aussi qu'ils n'ont pas trouvé dans la ligne de conduite du parti ce qu'ils attendaient ou ce qui... C'est pas quelque chose que vous imaginez. Les valeurs portées par le Rassemblement national, peut-être, ne correspondent plus à ce qu'ils avaient cru défendre en 2015. Non, mais ça c'est ce qu'ils disent parce que, pardon de vous dire ça aussi, franchement, mais je pense qu'ils sont de mauvaise foi, que ce sont des élus qui peut-être sont passés à côté de leur mandat, à côté de l'opportunité qui leur était offerte et qu'au regard de leur bilan de mandat, ils n'auraient probablement pas été réinvestis. Donc j'ai envie de vous dire, c'est comme dans les entreprises, c'est comme dans les associations, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Tant pis pour eux, cette décision ne les honore pas. Écoutez, ça veut dire aussi que ce sont des élus qui ont été élus donc, sous l'étiquette Front National en 2015, mais qui n'étaient peut-être pas suffisamment formés dans vos critères, qui n'avaient peut-être pas les compétences pour devenir élus. Vous avez peut-être fait des recrutements un peu trop larges. Je pense pas qu'il faut chercher midi à 14h, quoi. Certains ont rejoint peut-être aussi Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan? Non. Vous êtes sûr de cela? Oui, je suis sûre. Et puis même, je vais vous dire, on va pas passer l'émission sur ça, mais s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent, c'est très bien. Dans 5 mois, on verra où ils seront. Ça a une incidence sur au moins une incidence financière pour le Rassemblement national. 0,6 aux européennes, c'est leur choix, moi je respecte. Alors mettons de côté l'aspect politique. Sur l'aspect financier, ces élus qui quittent le parti, les élus, vous allez nous le confirmer, vous donnez une part de vos indemnités au parti, 15-20%? Oui, 15%. Donc tous ces élus, quand il y a un quart des élus qui quittent le parti, c'est un trou financier. Bon, en fait, disons que
Si on veut vraiment regarder précisément la question financière du parti, je dirais que la réversion des élus est finalement assez marginale. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est pour le financement des campagnes électorales. Et donc le Rassemblement national a été le seul parti qui ne s'est pas fait financer sa campagne au moyen d'un prêt par une banque. Et souvenez-vous d'une promesse d'Emmanuel Macron, il avait dit « c'est pas grave, la démocratie doit exister, nous allons créer la banque de la démocratie pour permettre aux partis politiques d'exercer librement leur vocation de parti politique et de faire vivre la démocratie. » Mais moi, j'ai envie de poser une question, elle est où cette banque de démocratie ? C'est un parti qui s'est fait financer par des partenaires russes aussi. Non, mais écoutez, on fait comme on peut. Enfin, je veux dire, c'est quand même, je pense que le plus grave... En fait, pourquoi on a été chercher des financements là où on pouvait aller les chercher ? Parce que, je le répète, il n'y a aucune banque française qui a souhaité nous financer, que Emmanuel Macron avait promis la banque de la démocratie, et que c'est une promesse qui est passée aux oubliettes, une de plus, j'ai envie de vous dire, un peu comme la proportionnelle aux législatives. Aujourd'hui, le Rassemblement national accuse un déficit, ce qui est compliqué pour notamment mener des prochaines campagnes. On parle de 24 millions d'euros, vous confirmez ? Non, je ne confirme pas ces chiffres, et d'ailleurs, je ne les ai pas précisément, mais vous savez... Ce déficit, alors quel que soit le montant, a des conséquences pour l'avenir, en tous les cas. Je vais vous dire... Est-ce que ça va vous priver de moyens pour mener campagne ? Nous, on a le cuir dur. On fait confiance aux électeurs. On déplore le renoncement d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas parce qu'il essaye de nous priver de financement qu'on ne fera pas campagne. On fera des campagnes et des campagnes de qualité. Nous avons eu recours à l'emprunt patriotique au moment des européennes en 2019. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui, attachées à la démocratie, nous ont accordé ce prêt. Donc, je les remercie. Et donc, je pense que nous ferons appel une fois de plus à cette méthode qui est au final, qui nous donne quelque part une liberté. Voilà. Le Rassemblement national, c'est la voix des électeurs. Et c'est aussi grâce aux électeurs et aux citoyens que nous pouvons vivre. On ne peut pas ne pas parler dans cette émission, évidemment, de ce qui est aussi l'actualité, la crise sanitaire, l'actualité pourrait évoquer un reconfinement. Faut-il, selon vous, aujourd'hui, prendre cette décision ? Faut-il reconfiner le pays ? Alors, malheureusement, il n'y a pas de solution magique. En revanche, reconfiner le pays, je pense que ça serait la pire des solutions. On nous avait parlé il y a quelques mois d'une troisième vague, avant que l'on envisage la vague avec le variant. C'était la troisième vague de la santé mentale. Et aujourd'hui, l'état de détresse psychologique dans lequel se trouvent nos citoyens n'est plus acceptable. Voilà, c'est un salarié sur deux, c'est-à-dire 12 millions de personnes qui, dans ce pays, sont en détresse psychologique. C'est un chef d'entreprise sur 4 qui a penser à mettre fin à ces jours. Ce sont des étudiants aussi en décrochage scolaire. Bref, la société est impactée par ces décisions qui n'ont parfois ni queue ni tête. Ce sont des stop and go, on ne sait pas où on va. D'ailleurs, il y a un rapport sénatorial qui a pointé l'impréparation du gouvernement. Et donc, non, le gouvernement ne peut plus... On est indulgent, le premier confinement, ok, ils ne savaient pas. Mais il y en a eu un deuxième. Et là, il y en a peut-être un troisième. Ça fait 1 an qu'on est dans cette situation. D'autres pays vivent la même chose, évidemment, dans le monde. Et d'autres pays vivent mieux aussi, et puis n'ont pas mis à plat leur économie. Tous les pays sont en grande difficulté face à cette crise sanitaire, et d'autres ont déjà fait un troisième confinement. Mais d'autres s'en sont mieux sortis aussi. Ça veut dire que quelle que soit la situation sanitaire, il ne faut pas reconfiner selon vous ? Non, mais en fait, le confinement, c'est la solution de ceux qui ont tout raté. L'année dernière, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen avait demandé à ce qu'on filtre les frontières. Et bien seulement 1 an après, on nous dit « Ah bah tiens, on va filtrer les frontières ». Marine Le Pen avait demandé où est-ce qu'on en était des masques. On a appris que le directeur général de la Santé, Jérôme Salémon, avait tenté de tripatouiller un rapport pour cacher le fait qu'il n'avait pas commandé le nombre de masques nécessaires. On nous a dit, M. Véran nous a dit au mois de février l'année dernière que la France était prête. Manifestement, c'est un mensonge. Il n'y a pas eu d'anticipation en termes de tests, donc en termes de masques. On nous dit qu'on reconfine parce que les hôpitaux sont engorgés. Eh bien, pourquoi n'a-t-on pas ouvert davantage de lits ? Vous voyez, donc en fait, le confinement, c'est vraiment quand on a tout raté. Donc on peut rater une fois, la deuxième fois, c'est plus compliqué, et la troisième fois, ce n'est pas pardonnable. Donc, ce n'est pas pardonnable, surtout...
Je viens d'entendre vos arguments, mais que préconisez-vous donc pour l'avenir, étant donné le contexte? Oui, alors du coup, on met en place ce que Marine Le Pen propose depuis le début, on filtre les frontières, on demande des tests PCR, on fournit suffisamment de tests pour tout le monde, on ne nous dit pas que la stratégie vaccinale est au point alors qu'elle n'est pas au point, donc on se dépêche de fournir des vaccins. Moi, je me demande pourquoi le gouvernement n'a pas anticipé, n'a pas d'autonomie sur ces dossiers-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas forcément producteur des vaccins, en l'occurrence. C'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'avec Marine Le Pen, nous voulons réindustrialiser la France, redonner... Certainement, mais tout ça ne se fera pas en quelques mois. Alors, pardon de vous dire qu'il y a quand même une start-up française qui est sur Nantes, qui a réussi à créer un vaccin. Et malheureusement, le gouvernement français lui a tourné le dos, donc au final, cette start-up française va vendre en priorité à l'Angleterre. Donc en fait, c'est une succession d'erreurs stratégiques, méthodologiques, politiques aussi, qui nous conduisent aujourd'hui à la situation dramatique dans laquelle on est. Voilà, moi je pense qu'on ne peut pas continuer à creuser notre tombe et je pèse mes mots. 65% des restaurateurs avaient dit que si le confinement ne s'arrêtait pas au 20 janvier, ils ne pourraient pas rouvrir. Eh bien, on est fin janvier et on sait qu'ils vont rester fermés jusqu'au mois de février. Vous avez évoqué en début d'émission les problèmes à vos yeux d'insécurité. Au niveau de la région, je reviens sur un point fort de ce début d'année, cette fois-ci au niveau de Bordeaux en termes d'insécurité. Le 2 janvier dernier, quartier des Aubiers, une fusillade a fait un mort, un adolescent. 4 jeunes ont été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Derrière ce drame, que faut-il en conclure ? Oui, c'est dramatique. Malheureusement, ce n'est pas nouveau, cette insécurité qui gangrène des quartiers comme le Grand Parc, les Aubiers et d'autres. Moi, je me mets à la place des honnêtes gens qui habitent dans ces quartiers-là, qui ont peur de sortir de chez eux, qui subissent les rodéos urbains et qui, en plus, ont à la tête de leur commune, enfin, je dis rodéos urbains, mais c'est aussi les trafics, les règlements de compte. Enfin, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'à Bordeaux, on est dans les quartiers nord de Marseille. Et donc, ces pauvres habitants bordelais, ces honnêtes gens se retrouvent à la tête de leur commune avec un maire qui est écologiste et qui a fait une de ses priorités la reconquête végétale. Moi, j'aurais préféré qu'il s'occupe de la reconquête républicaine, par exemple en augmentant le nombre de caméras de vidéoprotection, en augmentant les effectifs de police, en armant aussi ces policiers. Et donc peut-être que ça serait un début de commencement de piste pour retrouver ces quartiers apaisés, qu'on arrive à la fin de cet ensauvagement, parce qu'il y a une escalade de la violence, je vous dis, elle est pas récente. Malheureusement, grâce ou à cause, je ne sais pas comment on peut dire, du dispositif politique de la ville. On a acheté pendant des années la paix sociale. Il y a eu quelque part un aveuglement coupable de la situation. Et donc aujourd'hui, écoutez, la cocotte minute explose. Jusqu'en juin dernier, le Rassemblement national était représenté d'ailleurs au conseil municipal de Bordeaux. Après les élections de juin, ce n'est plus le cas. Donc vous n'êtes pas entendu à Bordeaux. Non, mais vous savez, il y a des prochaines élections. Il y aura les élections départementales, régionales, législatives et présidentielles. C'est votre politique qui n'a pas été entendue ? C'était un problème de candidat ? Comment vous expliquez ? Non, mais je pense que globalement, c'est un problème de Covid et de mobilisation. Le problème, c'est qu'on a eu des injonctions contradictoires avec un gouvernement qui nous dit le vendredi restez chez vous, mais quand même le dimanche allez voter. Oui, pour autant, certains ont eu des élus. Donc le Rassemblement national n'en a plus à Bordeaux. Oui, il n'en a plus à Bordeaux, mais on en a quand même. On n'en a jamais eu autant en Gironde. Voilà, on a une trentaine en Gironde, on n'avait jamais atteint ce score-là. Nous avions déposé 25 listes, donc pareil, c'est un record. Vous-même, vous avez été battu à Saint-Savin oui. avec 6 mois de recul. Comment vous analysez cette défaite ? Avec une centaine de voix. Je vous disais tout à l'heure qu'on apprend de ces erreurs un peu... De méthode. C'était quoi vos erreurs alors sur cette campagne ? Peut-être que j'ai été moins efficace que mon adversaire en termes de procuration, par exemple. Peut-être aussi que j'ai moins fait attention, que les électeurs prêts à voter pour notre liste n'étaient peut-être pas inscrits sur les listes électorales. Donc voilà. Donc, vous savez, on a perdu à 100 voix face à un élu qui est conseiller départemental du canton depuis 33 ans, c'est-à-dire j'étais pas née, il était déjà conseiller départemental, et qui cumule des mandats partout, il est à la communauté de communes, au département, vice-président du département, dans toutes les institutions. Eh bien, on a quand même réussi l'honorable score de 44%.
Alors c'est encore un peu loin, mais dans un an, nous serons à quelques mois de la campagne, quelques périodes, oui, de la campagne présidentielle cette fois-ci. Marine Le Pen est-elle pour vous la meilleure candidate pour le Rassemblement national ? Ah oui. Absolument. Bon, vous savez, je me suis engagée au Rassemblement national en 2012. Avant, donc en 2007, j'avais voté pour Nicolas Sarkozy. J'ai même eu un temps ma carte à l'UMP. Comme beaucoup d'électeurs, j'ai été déçue. Et donc, depuis 2012, je vote pour Marine Le Pen. Vous savez, on nous disait en 2017, c'est terminé Marine Le Pen. L'échec du débat face à Emmanuel Macron, cet échec est-il digéré ? En fait... je vais vous dire, elle a quand même eu raison sur le fond. Voilà. Si on regardait le débat aujourd'hui... Alors, pas sur tous les domaines et pas sur tous les dossiers. Il y a eu quand même des grosses erreurs. Je crois qu'elle-même l'a reconnu. Oui, et sur beaucoup de choses, elle a quand même été très visionnaire. Voilà. Et donc si on écoutait à nouveau le débat aujourd'hui... Ces défaillances sur certains dossiers lui ont enlevé de la crédibilité. Pardon ? Ces défaillances sur certains dossiers lors de ce débat lui ont enlevé de la crédibilité. Écoutez, elle l'a dit elle-même, elle a raté une haie, mais... Voilà, ça arrive même aux meilleurs de rater une haie. C'est pas grave. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle incarne ce pôle de stabilité, cette cohérence, et puis surtout cette, pardon de le dire comme ça, mais cette niaque. C'est une battante, Marine Le Pen. Il a bien fallu 3 élections à Mitterrand pour gagner. Moi, je serai, et d'ailleurs toute la fédération du RN de Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine et tous les militants de France seront derrière elle. Nous ferons une campagne comme nous savons les faire, de terrain. Et donc oui, je vous confirme que pour moi, Marine Le Pen est non seulement la meilleure représentante du Rassemblement national, mais aussi la meilleure chose qui puisse arriver aux Français. Merci Edwige Diaz, c'est la fin de cette émission, c'est Merci la fin de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.